Bonjour à tout le monde et bienvenue donc sur le Métatour et on est à Bruxelles aujourd'hui. Donc voilà, avec une étape spéciale. Il y a Mohamed avec nous. Ça va Mohamed? Ça va et toi? Bah écoute, ça va hein, dans la capitale de l'Empire. Hein. C'est Bruxelles quand même, c'est le siège de l'OTAN, de l'Union Européenne, de tout un tas d'organisations ici. De la Tour de Babel. Alors j'ai mis mon t-shirt spécial quand je me suis dit que c'était le siège de l'OTAN. Voilà, t'as un joli t-shirt. Ouais voilà, un petit clin d'œil pour ceux qui reconnaîtront, évidemment. Et donc voilà, on est dans cette étape belge. Alors ça a dévié le Métatour, hein, parce que normalement c'était Tour de France. Mais on a fait un tour avec nos cousins francophones de Belgique, quoi. Là, il fallait bien que vous passiez par ici pour que... que la France soit complète. Donc la Belgique, ça... Non, pour que la dissidence de Belgique puisse apporter aussi ses valeurs, aussi ces gens. Il y a des gens engagés en Belgique, donc il fallait bien les représenter, tu vois. Parce que tout le monde s'éveille, il y a tout le monde qui est en train de s'émanciper de la machine, donc il fallait une place pour tout le monde, et donc... on est dans cet objectif. Non, mais il y a un lien fraternel quand même. Il y a un lien fraternel. Entre la Belgique et la France. C'est pas... déjà, on parle français. Hein. Bah voilà. C'est quand même pas Londres. Ça aurait été bizarre, non? Et bonjour aux métanautes. Mais oui, bonjour aux métanautes. Salutations à tous. Il y en a plein connectés. Gaza, Nourou, François Terrien, bien sûr, Samwang, Alasso, Gaza, voilà, Medellin, Zemiras, James Smith. Voilà, de peut-être Jeblen, Emily, bah oui, Samwang. Samwang, ça y est, il fait partie des meubles, Samwang. Et on l'a adopté. Samwang, on lui passe le bonjour. Voilà, alors il demande le programme. Alors on va vous expliquer le programme pour l'émission. On va commencer tous les deux l'émission. On va parler un peu des projets qui sont en cours. Voilà. Après, on va accueillir Laurent Louis. Oui. Voilà. Il n'y a pas donc Neg Lyrical ni la Razia qui était prévu. Non, il n'y aura pas de concert, mais il y aura... Si, il y aura un concert. Ouais, attention. Oh là, nous fais pas... Non, mais il n'y aura pas le truc que je voulais, quoi. Il n'y aura pas le concert initial. Voilà. Il n'y a pas le grand... On m'entend quand je bouge le micro aussi. Non. Voilà. Non, il n'y aura pas le demande aux métanautes, tu vois ce que je dis. Bon, t'inquiète, ils vont te troller s'il y a un truc. Il y a des trolls Ah oui. Salutations aux trolls. Je demande aux métanautes de nous défendre direct. Hein, vous savez votre travail à faire. Ah je pense qu'ils vont être actifs, t'inquiète pas. Je m'inquiète pas, voilà. Voilà, on me dit c'est parti, décollage, jingle, voilà, salut tout le monde, Bruxelles, pas Bruxelles, mais si c'est pas une blague belge, on est à Bruxelles. Faut bien le préciser. On n'a pas encore mangé de frites, mais on est à Bruxelles, c'est vrai. Donc, après on ira manger des frites. Ah bah j'attends que ça moi. Ça. Donc, si vous aimez les frites. Bon voilà, on me dit salut à tous ceux qui nous entourent. Bah ouais, parce qu'il y a pas mal de monde. Vous le voyez 1h45 de retard. Tout à l'heure un petit, 1h45 de retard. 1h45 de retard. On est un peu sur le créneau de Pointe-à-Pitre, il faut l'expliquer, hein, c'est vrai. Hein. Puis vous les Belges, vous n'êtes pas des speeds, hein, c'est vrai. Bon, les Français non plus, il faut croire. T'as vu, on est moins speed que vous, apparemment. Je sais pas, moi en tout cas je suis calme, toi je suis détendu, mais t'as vu, il y a des heures, et on les rate pas les heures que t'as, surtout si c'est un planning. Si t'as un planning, si tu commences à déborder... Non mais toi les heures déjà, alors justement ça permet de te présenter, t'as un parcours quand même atypique. T'es pas... alors parce que Belgique, mais ton chemin a été ailleurs aussi avant t'es revenu en Belgique en fait. Je suis revenu en Belgique. Voilà, et t'as pas mal voyagé. Oui. Et en partie au Sénégal. Où tu as vécu 12 ans, c'est ça donc, en fait, tu vis encore en fait. Oui, je vis encore. Je suis venu ici pour une période, j'allais dire indéterminée, parce que je ne sais pas l'ampleur du vent nouveau. Mais normalement, en 2015, je rentre chez moi, mais tant que je suis là, je fais mon travail, c'est-à-dire que je vois qu'il y a plein de dissidents, donc j'allais pas rester dans la brousse et attendre que ça se passe, donc je suis là, tu vois. Fallait que j'y Ouais, parce que toi, non mais pour expliquer un peu au public, c'est comme si du jour au lendemain, tu as pris ton paquet, ton baluchon, tu as dit je m'en vais. Et parti, dans les années 90, en fait, j'ai déjà fait une interview expliquant à peu près mon parcours. Si tu veux, dans les années 90, les esprits des gens n'étaient pas très critiques envers le système, tu vois. Si tu avais l'idée de dire que, par exemple, si un policier t'arrête dans la rue et qui dit au téléphone au juge que tu ne sors pas, tu ne sors pas. Le type il dit que c'était pas possible, t'es fou, les policiers vont faire leur travail, le juge aussi. Il croyait que la démocratie, tu vois, c'était un monde de paillettes, quoi. Et donc dans les années 90, c'était très dur d'avoir des gens dissidents, tu vois, qui avaient compris toute l'hypocrisie de l'Europe, tu vois, avec l'euro c'est mieux et toutes ces histoires-là. Moi j'avais déjà compris que c'était un démantèlement, mais pas seulement un démantèlement
de matière, comment dire, de nation, aussi un démantèlement d'esprit des gens, tu vois. Et donc, si je pouvais pas parler avec des gens qui n'avaient pas d'esprit, il fallait que je m'en aille, je suis désolé, tu vois. Et je me suis dit, bon, s'il n'y a pas de vrais, où sont les vrais? Bah, je me dis peut-être dans le tiers-monde, ceux qui crèvent de faim tous les jours. Et c'est comme ça que je suis parti. Et puis j'ai laissé le destin me guider, m'amener. En fait, comment dire, si je devais raconter toute mon histoire, je préfère que vous ayez regardé l'interview. Oui, c'est vrai qu'il y a une interview en ligne. Comme ça, c'est plus facile qu'on puisse parler de ce que je viens faire aujourd'hui, tu vois. Alors, Tu vois, par le passé, tu vois. on me dit de ne pas prononcer Bruxelles, mais Bruxelles. 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 À Bruxelles, Moi, j'ai mis hein. X, c'est pas assez appuyé. Bruxelles. C'est vrai qu'il y a deux. Alors, on est dans le monde des deux. Il y a Bruxelles aussi. Il y a Bruxelles. Bruxelles. Alors ça, c'est en flamand, on dit Bruxelles. Bruxelles, c'est vrai. Bruxelles. Je crois. Hein. Tu crois? Ah ouais, mais comment ça se vient fait-il flamand. que les Wallons ne parlent pas le flamand? Qu'on Parce qu'on m'explique. avait l'anglais. Il y avait 3 langues et puis encore il y avait l'allemand, puisqu'en Belgique, il y a... C'est-à-dire que c'est pas obligatoire d'apprendre le flamand en Belgique. Non, c'est pas pour les obligatoire. Wallons, mais Pour les apparemment Wallons. le français est obligatoire pour les autres. Ah oui, C'est ça. oui. Mais s'ils aiment bien C'est pas très juste tout ça, non? Non, mais c'est parce que si tu regardes au point de vue d'un flamand, il se dit que la langue la plus parlée au monde, une des langues les plus parlées au monde, le francophone, c'est partout, donc c'est normal qu'ils vont apprendre. C'est comme nous on apprend l'anglais parce qu'on se dit que l'anglais est débouché du travail. Eux c'est pareil, c'est pour un débouché du travail. Par contre, nous comme le flamand c'était un petit pays, peut-être dans nos têtes on s'est pas dit qu'on allait trouver du travail, alors qu'on était bêtes. Ça se peut, il y avait du travail aussi chez les flamands et ça se peut c'est aussi bien vivre chez les flamands. Moi j'ai rien à, comment dire, c'est pas vraiment j'ai pas d'opinion sur flamand ou belge, je suis pas là pour ça, quoi. Je suis pas là pour ça. D'accord. J'ai pas d'opinion là-dessus. Ouais, mais vous vivez ça au quotidien quand même, c'est une spécificité quand même de la Belgique. Mais nous, on est du côté du Hainaut, on est avec les francophones, donc je peux passer 1 an ou 2 sans voir un flamand. Hein. Ouais. Pour moi, c'est de l'autre côté, quoi. Ça fait vraiment 2 pays en un quand même, non? Un peu. Ouais, mais comme quoi, on peut quand même vivre en communauté sans se tuer. Hein. Ouais. Il suffit que l'État décide qu'on a envie de se tuer, qu'on se tue. Sinon, si l'État ou bien ceux qui ont envie de manipuler les gens ne s'en mêlent pas, il n'y a pas Parce de problème. qu'ici en Belgique, alors on en parlait, on va en reparler avec Laurent, mais apparemment il est plus difficile de se réunir en Belgique qu'en France. C'est-à-dire qu'il y a une répression, alors peut-être en plus c'est petit, c'est plus facile à contrôler, mais... Non, en fait, ce qui est dur pour le Belge, c'est qu'il se croit la risée du monde. C'est-à-dire que dès qu'on va faire quelque chose dans l'international, il dit « t'es fou, arrête. » Toi, il est un peu... pour vous croyez que nous, on aime bien se dénigrer et tout, et qu'on est détendu, et qu'on est cool et tout. Mais quand on fait ça, à l'intérieur de nous, et que vous nous regardez de l'extérieur, ils croient que vous nous jugez comme si on était des imbéciles. Et je pense que les gens qui nous voient s'engager... puisque eux ils ne voient pas de solution dans leur truc, ils vont droit dans le mur et ils ne voient pas de solution. Donc quand ils voient des gens qui trouvent des solutions à vouloir bouger, ils se disent eux, c'est sûrement pas des gens normaux, tu vois. Alors que c'est eux qui sont pas normaux de pas bouger, tu vois. C'est évident, quoi. Bah parce qu'en Belgique, alors nous on était venus, évidemment, pour ceux qui ont vu les images au fameux congrès de la dissidence qui a été interdit, mais bon, voilà, j'imagine qu'il y en a plein qui ont regardé les images. Alors, c'est quoi que tu gardes, toi, voilà, comme, on va dire, enseignement de cette expérience? Pour moi, j'ai adoré. Je vous dis, si vraiment les votes n'étaient pas truqués, c'est sûr qu'on gagne, on les fait tomber en 2 secondes 8. Oui, je pense que dans 5 ans, si on continue notre bataille là, avec le vent nouveau, on sera des millions à être au courant. T'sais. Ils vont nous parquer dans des camps de concentration. C'est plus possible. À un moment donné, l'austérité, les gens vont avoir faim. Tu vois. Ça va finir comme en Grèce, que tu Ça connais très bien. Oui, aussi. Ça va finir comme en Grèce. Ouais. Et ça, c'est dans leur programme, quoi. Ça, c'est sûr, quoi. Voilà. C'est ça. Et il y a eu l'élection. Alors, on peut en parler un petit mot aussi sur cette élection, parce que ça a été quand même assez incroyable ce qui s'est passé en Belgique. Donc, la veille, il y a une espèce de false flag. Mais, comment dire... J'aimerais plutôt que ce soit Laurent qui raconte ça. Mais on en parlera aussi avec Laurent, mais toi, ma propre expérience sur ça. J'ai senti vraiment le système trembler, quoi. Il a tellement tremblé que, pour moi je vois tout comme le système décide que les gens doivent penser comme ça. Tout d'un coup, les gens vont penser comme ça. Un point, c'est tout. Je le vois comme ça, moi. Et tout d'un coup, il a décidé que tout le monde allait avoir peur de venir voter pour Debout les Belges parce qu'ils allaient créer ou bien se servir un fait divers quand même, un assassinat, même un massacre, je dirais, des gens là, on puisse y mettre les corps à la télé, t'imagines?
Et donc ils se sont servis de ça pour directement diaboliser et nous mettre dans une catégorie, comme ils nous ont déjà catégorié, comme extrême droite, alors qu'on n'avait rien à voir. Tout le monde a bien compris qu'on était patriotes universalistes, c'est-à-dire qu'on était tous pour défendre, ce qui reste de la nation. Tu vois, puisqu'elle est en plein démantèlement, on est en train de tout démanteler. Donc à un moment donné, il faut que tout le monde s'unisse pour pas que ça arrive. Et avec Debout les Belges, moi, j'ai senti l'euphorie, tous les gens qui avaient compris qu'il y avait moyen de changer les choses, quoi. Peut-être pas changer les choses, mais être beaucoup. Avoir l'aventure humaine. Moi, en tout cas, dans Debout les Belges, c'est l'aventure humaine qui m'a intéressé. Je suis venu en Belgique. Je croyais qu'en Belgique, les gens se laisseraient tout le temps guider. C'est pour ça que j'étais en Afrique. Et quand j'ai vu qu'il y avait quand même des gens qui s'émancipaient, je dis non, il faut y aller, quoi. Et donc, dans Debout les Belges, on retient qu'une bonne expérience, quoi. J'ai vu que le Belge est capable, quoi. C'est tout. Il faut qu'il se décide. Il n'est pas con, quoi. C'est pas con comme un autre, quoi. C'est pas parce que le gouvernement les a fabriqués pour être cons qu'ils ne pensent pas. Chaque personne pense. Le tout, c'est d'avoir plus de force pour agir. Tu vas se dire, putain, ouais, mais moi je suis tenu par le système me tient, c'est dur de m'émanciper. Ouais, mais il y a plein de frères qui sont avec toi. Et ici, mais je touche rien, moi, j'ai pas de thunes, tu vois, je suis là, quoi. Tu vois, voilà, quoi. Et cette dissidence, cette dissidence belge, justement, toi, depuis que tu es arrivé, tu trouves donc ça s'organise, voilà. Il y a beaucoup de gens, oui. Mais on est tous quand même un peu divisés. Hein. C'est pour ça que j'arrive aujourd'hui avec un programme pour essayer de justement montrer à tout le monde que tout le monde peut garder son indépendance dans leurs idées, mais tout en étant insoumis au système et travailler pour créer, une économie parallèle au travers d'une dissidence. Et Laurent Louis a justement une bonne idée, il en parlera et j'attends la suite. Après, on en reparlera sur cette idée-là. Et on va annoncer, parce que ça c'était marqué dans la publication, le lancement de Meta TV Belgique. Voilà, et c'est ça le média indépendant que j'ai besoin pour rassembler toutes les sortes de personnes, je ne sais pas, des gens qui écrivent des livres, rester dans une idée neutre et écouter son idée pour rassembler les gens, débattre, connaître, apprendre. Voilà, et avec cette chaîne, on aura besoin des artistes, c'est-à-dire que j'espère créer une branche un peu comme Bras d'honneur. J'aimerais aussi que des personnes qui se battent contre les gouvernements et tout ça, qui ont déjà vécu des histoires et tout, viennent en parler, nous en parlent, qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire, même si on peut rien faire, mais au moins qu'on vous connaisse, qu'on sache vos histoires. J'aimerais que des personnes, par exemple, qui seraient des monteurs, viennent avec leurs idées pour les mettre avec les nôtres, pour faire 2 idées valent mieux qu'une. Hein, et créer par exemple nos lancements comme Meta TV. On a besoin aussi d'un jingle, non ? Et où sont les Belges? On a un truc à faire nous aussi. Donc voilà, dans chaque domaine, dans chaque idée, même en France, il y a des dessinateurs, il y a comme BBK. Moi, je veux un BBK en Belgique, il est où? Je suis sûr qu'il y en a un. Je suis sûr qu'il y en a un, non? Ouais, donc, peut-être pas encore connu. Ouais. Si, il y en a. Je suis sûr, il y a plein de graphistes, il y a des gens qui dessinent avec des pastels ou n'importe quoi. Attends, il doit y avoir des gens. Et donc, j'appelle tout le monde à se rassembler dans des trucs. On fait, par exemple, des organismes. Il y en a, ils créent des web télé. La web télé est une branche indépendante qui est dissidente. Meta TV est une branche dissidente qui est indépendante. Et tous, on est ensemble. Et comme ça, c'est un front. C'est pas compliqué, quoi. Et là, parce que ces choses, elles sont vraiment en train de bouger, donc y compris ici. D'ailleurs, ça bouge plus chez les francophones que chez les flamands. Il n'y a pas d'équivalent chez les flamands. Je sais pas, je ne saurais pas te dire. Ça, il faudra poser la question à Laurent. Parce que quand même, tu vois, moi, je suis plus un homme qui... pour m'émanciper de la machine, j'ai essayé de comprendre toutes ces techniques mentales pour dominer une personne. Donc, c'est pas mon sujet. Tu vois, moi, la politique et tout ça, j'ai jamais voté. J'ai voté pour une seule fois dans ma vie, c'était pour Debout les Belges. Et j'ai même pas voté pour moi, quoi. J'ai voté pour le gars qui méritait ça, quoi. Parce que s'il n'y avait pas eu un gars comme ça en Belgique, moi, je reviens même pas. Je suis avec mes pélicans, tu sais, je regarde le film de loin, tu vois. Mais comme il y a une place pour tout le monde, je suis là. Donc, vous êtes là aussi, c'est tout. C'est tout. Surtout que moi, je sais pas faire des montages. Il y a plein de trucs, il y a plein de gens qui savent faire autre chose, quoi. Tu vois. Moi, je sais écrire. Mais des poèmes, ou bien du rap, ou ce que vous voulez, quoi. Mais...
Mais c'est pas mon domaine, quoi. Mais bon, voilà, tu vas quand même être le représentant, tu vas donner l'impulsion à ce projet, quoi. Donc Voilà. il prendra la forme, on précise, parce que ce sera donc au départ une émission par semaine qui sera diffusée sur la chaîne. Oui, mais cette émission qui sera diffusée par la chaîne, c'est comment dire, en partenariat avec Laurent Louis, c'est-à-dire que lui-même, comme il est investi dans son personnage, lui aussi, il veut pas arrêter, donc il est lui aussi indépendant, il a toute sa ligne, il peut avoir toute, comme chaque personne qui va nous rejoindre, c'est ça que je veux dire. Ouais. Comme ça, tout le monde peut être présent et on travaille tous dans notre objectif. Et ça va être facile, moi, je trouve. Je vois pas où est le problème si tout le monde est indépendant, tu vois. Alors Thierry, il y a une question pour toi qui arrive. On me dit, lorsqu'on voit en France le FN majoritaire au Parlement européen et que ça ne change strictement rien, Mohamed ne pense-t-il pas qu'avec Laurent Louis, le combat doit surtout se gagner dans les esprits et dans la rue plutôt que dans les urnes? Ben oui, c'est pour ça que déjà un média, c'est pour faire contre-propagande, déjà. Et comme j'ai dit au tout début, c'est parce que les votes sont truqués que je sais bien que là-dedans ça passera pas, mais j'ai quand même envie, même si je dois me battre et qu'il n'y a pas d'autre solution et que c'est ma seule place que le destin m'a donnée pour être un résistant, je recommence dans 5 ans, il faut qu'on recommence. Même si on sera plus. Vous savez, quand on était avec Laurent à Charleroi, il y avait des photos de Debout les Belges sur toutes les fenêtres en plein centre comme ça de ville. Et les gens klaxonnaient, ça faisait euphorie comme si on avait gagné la Coupe du Monde. Imaginez-vous si c'est toute la Belgique qui fait comme ça et qui nous disent qu'on a perdu. À un moment donné, Photo Rose va apparaître. Hein. Ouais. Bon, ils étaient quand même prêts à tout. Hein. Sur cette élection, Laurent en parlera plus. Hein. Moi, c'était juste pour parler de, oui, bien sûr, on en parlera avec Laurent, de ce que j'ai besoin. J'ai besoin que les gens motivés m'appellent et que je voie ce qu'ils savent faire et qu'on y va. C'est tout. C'est tout. Il y a metatv.be, c'est sur la ligne que vous avez tous vu depuis un an. Si vous ne savez pas de quelle ligne je parle, n'appelez pas. Ouais, direct. Si vous ne savez pas de quelle ligne je parle, n'appelez pas. Si vous savez de quelle ligne je parle, bah putain, on est beaucoup. Hein. On demande comment en es-tu venu à soutenir Laurent Louis malgré son passé. Je ne sais pas ce que... Parce que moi, je regarde de loin. C'est-à-dire qu'une personne, tu ne le juges pas sur une période de sa vie. Tu regardes son évolution. Et tu te dis que la personne essaye de s'émanciper du système. S'il n'y a personne qui a encore compris que Laurent Louis s'est s'auto-détruit et qu'il a perdu une place dans leur machine, il a le doigt dans l'œil, le gars qui n'a pas encore compris ça. Hein. Le type, il s'est s'auto-détruit. Donc moi, qui habite en brousse et que je vois un type qui s'auto-détruit et qu'il est là, entouré de mauvaises ondes, avec rien que personne qui l'écoute et tout le monde qui sont là en train de le dénigrer comme ça, tu vois. Et que je vois ça, je me dis, mais où sont les Belges, quoi? Voilà. C'est pour ça que, pourquoi j'ai rejoint Laurent Louis. Moi, son passé ou tout ça, je m'en fous, moi. Je vois que le type, c'est un vrai. C'est tout. Après, là, chacun son évolution. Chacun a eu son passage, c'est tout. Moi, j'ai aussi un drôle de passé. Il y en a qui vont dire, je sais pas, j'aime pas les Grecs. T'étais en Grèce avec des moines. Je sais pas, t'étais en Afrique avec des sages. Je sais pas, il y a toutes sortes de gens que tu peux pas plaire à tout le monde, tu vois. Moi, je m'en fous, tu vois. Moi, je dis une personne qui est vraie, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Alors, tu connais bien la Grèce. On pourrait toucher un petit mot sur la Grèce parce que tu connais très bien, quoi, quand même, toi. Oui, mais... disons que c'est un peu un laboratoire, quoi. C'est un peu ce qui se passe là-bas va arriver jusqu'ici, soyons clairs. Le problème, c'est que j'aimerais en parler, mais la personne que j'aimerais citer, je ne connais pas son nom, j'ai oublié. Mais il y a une personne de 93 ans qui parle du complot grec, qui est très intéressant, et qui explique très bien pourquoi est-ce qu'on s'en est pris à la Grèce en premier. C'est un ancien résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je connais pas son nom, donc tu vois, en parler, j'aurais plutôt préféré... Mais qu'est-ce qu'il dit? Tu peux exposer un peu, c'est quoi ce complot en fait, c'est une sorte de vengeance. Si vous voulez, les Grecs, à l'époque de l'empereur Constantin, l'orthodoxie ne voulait pas collaborer pour qu'il y ait un pape, un représentant de Dieu sur terre. Et ne voulait pas, donc il y a eu un conflit qui a duré 1000 ans. Ce que je veux dire, c'est que on n'a pas voulu attaquer Jérusalem. On n'a pas fait de colonisation et de terrain conquis par la colonisation. Dans l'histoire grecque, il n'y a que Alexandre qui, accompagné de Aristote,
avaient un délire, quoi. Bon, chacun son délire, mais eux, dans leur délire, c'était le savoir. Il faut amener le savoir sur la terre pour montrer la grandeur et la fierté de la Grèce. Après, bien sûr, avec une idée impérialiste romaine de faire le savoir du pouvoir, tout a été transformé. Mais pour moi, je pense que les Grecs étaient c'était des philosophes, ils n'étaient pas dans la même optique. C'était un pays aussi très corrompu. D'ailleurs, c'est pour ça, je te dis qu'il fallait les mettre à plat ventre, quoi. Parce qu'en fait, ils ont gardé le drachme jusqu'aux années 2000, hein, donc au temps de Jésus, jusque maintenant. C'était les plus grands résistants, je trouve. Tu sais, l'histoire de 300, là, un peu hollywoodien, le film, là. Ouais. Ben, c'est sur la base de faits réels. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Mais comment dire, il y a eu une classe politique assez corrompue quand même en Grèce. Ah oui, mais ça c'est sûr, c'est comme au Sénégal. Hein. Toutes les personnes en fait qui partent de votre continent, qui viennent ici, ils se font lobotomiser, ils prennent une place sociale, ils vont à l'école, ils vont à l'université, et ils sont la machine, ils sont plus vous. Ils sont la machine, donc c'est très normal qu'à chaque fois, un Américain qui est parti en Amérique, un Grec qui est parti en Amérique, c'est un Américain qui va faire des thunes sur les Grecs. Hein. Il va regarder les Grecs comme un villageois. C'est pareil pour les Sénégalais. Hein. Un Sénégalais qui est parti vivre aux États-Unis, quand il revient à l'aéroport et qu'il regarde un Sénégalais, il le prend pour un villageois. Hein. Ça a été toujours comme ça. Hein. Ouais. Donc c'est normal que la corruption ait lieu. Puisqu'ils viennent de là-bas, des écoles de là-bas. Ouais. Bah, d'ailleurs, c'est marrant parce que j'en profite pour rebondir, parce qu'il y a toujours ce concept, tu sais, de remigration. Alors toi, c'est pas une remigration, mais est-ce que tu y crois à ce truc-là? C'est-à-dire le fait que des communautés immigrées, on va dire, européennes, hein, et de souches africaines, comme on aime bien parler de souches, repartent, on va dire, dans leur pays d'origine pour se réenraciner encore ailleurs. T'y crois ou pas? Moi, oui, mais pas se raciner. C'est pas une question de racine. Pour moi, c'est une question d'émanciper. Si une personne dans sa quête, il se sent bien dans un pays où il voit que là-bas, la façon de vivre, il peut l'avoir dans son âme et dans son cœur et apprendre la langue et ressentir pour se sentir plus universaliste, puisque la plupart sont des gauchistes. Donc, pour vous sentir plus vrai en vous-même, de s'intégrer d'une autre personne, enfin d'un autre peuple et d'aller vivre là-bas pour s'émanciper du système, je n'ai pas de problème. Par contre, pour une question d'identitaire, là aussi, tu vois, c'est très compliqué parce que ça dépend de tes influences, tu vois, de ce que tu aimes. Si maintenant tu es les deux, ça dépend là où tu vas faire tes enfants et ta femme, où tu veux les voir grandir et non pas ton statut social. Parce que tu vois, moi je suis un dissident, mais je peux regarder avec le type qui est dans le système, tu vois, et me dire que le type, lui, il est prisonnier à cause de son statut social, et il ne peut pas s'en émanciper. Et donc, même s'il veut retourner dans ses racines, mais en faisant du business là-bas. Donc ça revient au même, c'est un corrompu. Je suis désolé. Ou alors il doit réintégrer, réapprendre. Tu vois, réapprendre. Ah, mais en plus, ils sont nombreux, parce que le concept, c'est genre, on va dire, un départ de masse. Ça risque pas de déstabiliser. Ça va faire comme les Juifs qui partent en Israël, je sais pas. Ça fait ça, non? Ça vous fait pas sembler? Je sais pas, non. Ça fait peur alors. Ouais, ça fait bizarre votre truc là. Je sais pas ce que tu me racontes. C'est la recolonisation de l'Afrique, quoi. Non. Non, je pense entre autres à Kémy Séba, qui a mis ça en pratique, qui prône cette philosophie-là, et que toi, tu es au Sénégal, donc tu le vois à la télé. C'est pour ça que j'ai parlé de s'émanciper du système. Si c'est pour s'émanciper du système, je suis d'accord. Dans une démarche de s'émanciper du système, d'accord. Mais si tu vas au Sénégal, il faut que tu apprennes le Wolof. Voilà, c'est surtout ça que je dis. Ouais. C'est à Kémy Séba que je dis ça, tu vois. Après, quand tu as appris le Wolof, tu dois aller voir les vieux. Et t'écoutes ce que disent les vieux. Oui, une démarche. Toi, tu peux pas aller là-bas et dire, voilà, j'ai de la thune. En fait, tu fais le blanc, mais parce que t'es noir, t'es pas blanc. C'est quoi cette histoire? Non, mais ça voudrait dire, c'est ça, donc la remigration, t'y crois pas trop en fait. Hein, donc. Pour moi, tout dépend, ça se peut, tu vois, il est venu en vacances, il est retourné là-bas, il a ressenti ses racines, elles sont plus fortes que le conditionnement qu'il aurait vécu dans ce système. Et il a envie de retourner là-bas et de se fondre en eux, c'est possible, parce que tout n'est que habitude et volonté. C'est tout. S'il se sent bien, moi, au Sénégal, je suis un Wolof. En Grèce, je suis un Grec.
En Belgique, je suis un Belge, mais je suis toujours moi-même, je suis insoumis au mal. Donc je ne vois pas, moi, des crises identitaires, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, je suis plutôt spirituel et quête de compréhension des choses. Donc toutes ces choses-là, tu vois, moi je suis d'accord avec Kémy s'il veut émanciper l'Afrique du système. Mais si c'est pour faire une histoire de mondialisme, je vais l'aider jusque-là. Après, je rechange de continent. Après, je change de continent. Ah ouais, parce qu'il invite on va dire tous les Africains qui habitent en Là-bas, ça sera Europe cassé, à hein, repartir voilà. là-bas. Je sais pas, en tout cas, dans la démarche de s'émanciper du système et d'avoir la fierté de soi, de son livre, oui, j'apprécie, moi, il n'y a pas de problème. Alors, on me dit le film 300 vient d'un comics, pas d'un fait réel. Ben, je vais te raconter une histoire alors. Il y a eu plein de bateaux, ben, là, comme dans le film, qui sont arrivés. Et avec l'Empire perse, tout à fait, il y a eu une histoire. Ouais. Il y a eu, je ne sais pas si c'est Copernic, sur l'île à Sicile, qui allait recevoir une invasion. Et alors il a dit de prendre les boucliers et de les mettre au soleil et de faire brûler. Et je vous jure que ça, c'est pas une couille. C'est quoi Archimède, bien vu. Ouais. Et ça, c'est pas une couille. Donc le film 300, c'est une couille, d'accord, mais dans la vérité, ça s'est passé comme ça. Le roi perse, il a quand même existé. Hein. Oui, mais il n'était pas habillé en pharaon bizarre. Oui, là, ils ont mélangé un peu perse, pharaon hollywoodien. Il manquait plus que les danseuses orientales. Enfin, c'était un peu... Voilà. C'est américain. Quoi. Donc moi, je vais en terminer pour maintenant. Je repasserai peut-être plus tard. Attends, il y a encore des questions pour toi. Mais je repasserai plus tard parce qu'il y a encore 2-3 personnes qui doivent passer. J'aimerais que tous les invités... Ouais, mais comme ça, plus tard, je pourrais parler. On pourra discuter de ce que vous voulez. On va remplir jusqu'à 23h. Attends, il y a une question quand même. Quel est ton point de vue sur le risque d'occupation terrestre de Gaza? Le risque d'occupation terrestre de Gaza. Si c'est dans leur plan... ils ont commencé, ouais. Ils ont commencé. Il y a eu des commandos infiltrés, ouais. Je pense que, pour moi, si je vous dis quenelle antisémite, vous ne comprendrez pas de quoi je vous parle. C'est-à-dire que le plan de conflit de civilisation est en cours. C'est-à-dire ils veulent faire gagner l'extrême droite, vous traitez-vous d'extrême droite, vous faire pousser à vous parce que vous êtes des pro-palestiniens, et après vous tapez dessus. Comme ça, Ordo Sab Chaos, tu vois, et en même temps, petite guerre civile, soutenue par la gauche qui n'aura rien compris, croyant qu'on est de l'extrême droite, alors qu'on n'a jamais été de l'extrême droite. Comme j'explique, on est plutôt universaliste, qui défend la diversité au point de vue local face justement aux requins, au mondialisme, au bankster et tout ça. Parce qu'en fait, un pays, c'est très simple, un pays sans économie, il est vassal de quelqu'un. Mais je sais pas. C'est une question, c'est pas compliqué, je sais pas ce que ça veut dire. Un pays sans économie, ça veut dire quoi? Tu veux dire, parce qu'un pays sans économie. Donc quelqu'un qui est prêtre, donc c'est qui? C'est un autre pays. Donc t'es vassal. Je sais pas, c'est de la logique. Hein. Ouais. Donc voilà, donc pour moi, c'est juste ça. C'est juste le conflit de civilisation qui est en route. Ils essayent que les Français fassent des manifestations dans la rue et que ça déborde. Ouais, voilà. Pour pouvoir fustiger. Mais je pense pas que ça arrivera avant 2017. En tout cas, ils attisent. Mais il faut que, en tout cas pour ce plan-là, il faut qu'ils aient choisi vraiment Le Pen. Hein, pour ce plan-là. Après, on voit qu'ils poussent la FDJ, ils poussent le chaos, ils aiment ça. Ils aiment, donc ils font du chaos. À la limite, même si c'est plus pour le plan initial, ils vont le faire quand même pour le chaos. Donc, ils restent quand même logiques dans leur débilité. Il y a un risque de voir arriver le Front National. Ils en pensent quoi d'ailleurs en Belgique du Front National? Ça fait peur aux gens ou on leur fait comment? Je ne saurais pas dire. Non, ça ne pas dire. Je ne saurais pas dire d'ailleurs, tu vois, Méta TV, Métanote, j'aimerais bien savoir les gars. Donc encore une fois, hein, il me faut des gens. Je veux entendre, il faut que vous fassiez connaître. Apparemment, il y en a quelques-uns. On m'a dit le Hainaut en force, machin. Donc, tu vois, c'est bien, yeah. Il y a des Belges, d'ailleurs, nos amis belges, je sais. Il y a des Sénégalais, il y a des Sénégalais. Ah, c'est possible, il peut y avoir des Sénégalais. Je ne sais pas s'il y en a là sur le chat, mais c'est certainement. Il y a pas mal d'Africains. Ouais, tranquille pour les Sénégalais. T'inquiète, il y en a, ils sont même à Hong Kong, au Canada, il y en a partout. Ah, ben ça va. Donc, moi, ce que je dis, c'est que j'appelle tout le monde pour monter notre histoire, comme j'ai expliqué. Bon, tu fais un grand appel au recrutement, on va dire. Au recrutement. Voilà. Et au recrutement pour Méta TV, au recrutement pour votre engagement, pour, par exemple, comme des web TV, même s'il y en a 10, si vous êtes indépendant, vous faites passer l'information, vous touchez plus de gens. Donc, plus on est, mieux c'est, tu vois. Et comme ça, il n'y a personne qui écoute personne, on est juste sur la ligne d'être indépendant et d'être dissident contre le système, c'est tout. Et on doit se rassembler, c'est tout. Il faut qu'on monte...
un front. Voilà, c'est tout ce que moi, pour l'instant, je Eh ben, dirais. Parce On va qu'après, faire il y a une encore des petite gens. pause. Attends, t'en vas pas comme ça de l'image. Il Mais faut j'ai mon que- téléphone qui arrête pas de sonner. il fallait l'éteindre. Bah voilà, c'est prêt à la régie. Bah alors attends, il faut la transition et quand la transition, attends, quand la transition elle est prête, on y va. Ok. Voilà, quand on me dit que c'est prêt, la transition n'est pas prête, bah tu vois. Alors on me dit oui, non, il se fout de ma gueule. Ok, Ah ouais, c'est ouais, prêt. mais il s'éclate en fait en régie. Et ben voilà, là, Ok. et ben à vous la régie. Allez. Voilà, donc de retour toujours sur le Métatour, en direct de Bruxelles. Cette fois, on est avec Laurent Louis. Ça va, Laurent? Ça va, t'es pas et toi? Bah écoute, ça va. Bienvenue à Bruxelles. Bah écoute, on est toujours heureux de venir en Belgique. Hein. Pas d'autopompe cette fois-ci? Pas d'autopompe, là on est un peu plus calme que la dernière fois. Alors Laurent, toi tu es maintenant figure incontournable de la dissidence belge, on peut dire. Grande, on va dire que tu as marqué avec... Disons, j'attends que d'autres me rejoignent et que d'autres fassent ce que j'ai fait. Ah ouais, J'espère qu'il y en aura d'autres. T'as ouvert le chemin, on va dire. Alors là, c'est du déblayage à la machette, quoi. Tu nous as fait un boulevard, si j'ose dire, quand même, pour les Belges. C'est clair. Alors, J'ai fait de mon mieux en tout cas. Ouais, t'as fait de ton mieux. Alors on va revenir un peu quand même justement sur ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu pas mal d'événements depuis la dernière fois, avant notre venue à Bruxelles. Entre-temps, il y a eu les élections. Alors j'ai envie de dire un peu surréaliste. Qu'est-ce qui s'est passé à Bruxelles, quoi? Alors on m'a parlé de panne informatique, de bulletins oubliés dans des écoles, de gens du PS qui venaient chercher les urnes directement dans des voitures du PS, qui les amenaient on ne sait où, que c'était pas... Enfin, c'est une blague belge, c'est pas possible. Ben, je pense que de toute façon, il fallait s'y attendre. Et moi, dès que j'ai mis sur pied l'aventure de Boulet Belge, je savais qu'on allait devoir faire avec le trucage des élections. C'est évident. Bon, de un, c'est clair que lorsqu'on a déjà le vote électronique qui est généralisé sur Bruxelles, c'est quand même plus d'1 million d'habitants, on peut déjà plus vraiment parler d'élections. Je pense que les résultats sont connus à l'avance. En plus de ça, bon, il y a eu un bug, beaucoup semble-t-il, de on m'a dit bugs. toute la journée, Ouais. je sais pas quoi, les gens n'ont pas pu revenir voter, les votes ont été annulés. Je me demande même si ça, c'est pas justement le bug pour faire semblant qu'il y a vraiment un vote. Parce que sincèrement, pour moi, il n'y a pas de vote. Les gens ont été votés, mais les résultats ne correspondent pas à ce que les gens ont voté. Tous les jours, je rencontre dans la rue des gens qui me disent « Ah, mais moi j'ai voté pour vous, j'ai voté pour vous. » Si j'en crois ce que les gens disent, dans ma commune, tout le monde a voté pour moi. Mais moi j'ai vu des chiffres présentés par les Anonymous qui montraient donc, on va dire, une espèce de statistique où il y avait tous les résultats de tous les votants, et toi tu avais plus de voix que des gens qui eux ont été élus et toi tu n'es pas élu. Alors c'était un peu incompréhensible dans le calcul, quoi. Oui, mais ça c'est le système belge. Hein. C'est-à-dire que moi je suis très satisfait de la campagne électorale qu'on a menée au sein de Boulet Belge. D'ailleurs j'en profite pour féliciter tous les candidats, remercier toutes les personnes qui ont participé à cette aventure formidable. Certains ont été déçus. On peut toujours être déçu à un moment donné, mais je crois qu'il ne faut rien attendre du système dans lequel on vit. C'est tout à fait logique. Déjà que je suis arrivé au Parlement par hasard, j'ai aucune honte avec ça. Si j'avais dû, dès le départ, exprimer quelles étaient mes idées, j'aurais jamais mis un pied dans ce Parlement, parce que le système n'aurait jamais permis que je l'accède là-bas. Mais alors, ils n'avaient quand même pas faire en sorte d'encore s'empoisonner la vie pendant 5 ans avec un emmerdeur comme moi. C'était logique que j'allais pas être élu. Maintenant, je voulais quitter mon mandat de député par la grande porte. En ayant montré à tout le monde et en ayant que de Boulet Belge ce n'était pas rien, que j'étais pas tout seul, et en ayant fait trembler le système. Et je pense sincèrement qu'on l'a fait trembler, parce que quand je vois tout ce qu'ils ont utilisé pour essayer de nuire, soit à mon image, mais bon, ça fait longtemps qu'ils essayent d'y nuire, soit nuire au mouvement, bah, c'est clair qu'on a été un véritable danger. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé au musée juif de Bruxelles. Alors là, ça c'est une histoire surréaliste. Alors, il y a un mec qui arrive, alors il ressemble bizarrement beaucoup, ça ressemble aux images qu'on avait vues de BFM, le fameux tireur fou. Il y a un mec qui arrive, il ouvre une porte, on voit pas trop, il tire dans le tas, et en tout cas il shoot 4 personnes apparemment, dont 2 agents du Mossad. C'est le hasard. Oui, mais je suis très perplexe par rapport à cet événement, parce que de un, la proximité avec les élections est tellement flagrante. Voilà, la personnalité de l'auteur présumé,
me semble particulière. Je vois pas qu'est-ce qu'un Français vient... Ça sur le dos en plus très vite. Moi, oui, on m'a mis ça directement sur le dos, c'était très facile. Moi, j'ai entendu Laurent Louis très vite. Bien sûr. Bruxelles, debout les il fallait en profiter justement pour encore dissuader les gens de nous soutenir trop massivement. Et la veille des élections, c'était parfait. Mais moi, je vois pas ce qu'un Français, franchement, vient faire un attentat dans un musée juif à Bruxelles dont personne ne connaît l'existence. J'ai jamais entendu parler du musée juif de Bruxelles, moi. C'est quoi ce truc? J'ai jamais entendu parler de ça. Il est dans une petite rue, paumé. Il n'y a jamais eu un reportage à la télévision. Donc, lui, de la France, là, il a su qu'il y avait un musée juif à Bruxelles et il s'est dit je vais venir avec mon sac à dos et je vais aller commettre un attentat. La veille des élections en plus, un samedi, là où il y a plein de monde. Franchement, je trouve ça très gros, avec la présence de plein de ministres autour des lieux juste à ce moment-là, dont notre ministre des Affaires étrangères, tiens, comme par hasard, ministre des Affaires étrangères, super Didier Reynders, qui est là, qui est venu en aide, soi-disant, aux victimes, mais bon, pas une trace de sueur, hein, pas de sang sur ses vêtements. Pour moi, il n'a pas voulu les secourir, mais il paraît qu'il est revenu en aide. Bon, je sais pas comment. Une voiture aussi, on m'a dit qu'on avait une Audi. Mais celle-là, on l'a oubliée tout de suite, celle-là. Parce que justement, elle avait une plaque officielle. Voilà. Et comme par hasard, c'était la piste vraiment prioritaire dès le départ de l'enquête. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Il n'y a pas eu de voiture, il est arrivé à pied finalement. Donc on nous prend vraiment pour des cons à longueur de temps. Les gens ont vu partir en voiture. Oui, mais oui, parce qu'on ne pensait pas justement qu'il allait avoir une personne qui allait relever le numéro de cette plaque. Ça, c'est clair. Et d'où l'explication pourquoi le propriétaire de la voiture a été d'abord interpellé et qu'après on a essayé de trouver une entourloupe pour le faire passer comme témoin et non plus comme suspect. C'est très gros. Et aujourd'hui, on n'en parle pas. Et je suis toujours en attente des funérailles nationales. Parce que moi, je trouve que quand il y a un tel drame qui se passe, partout, on organise des funérailles nationales. Il y a un Belge qui est mort. Pourquoi on n'a pas fait de funérailles nationales? S'il est vraiment mort. Et ça, il faut qu'on m'explique. Moi, j'aurais bien aimé aller à ces funérailles. N'importe qui aurait pu aller. Le Di Rupo, il aurait aimé y aller aussi. Et Pleurnichet, avec ça qui passe sur la tête, il l'aurait fait. Mais moi, j'attends, mais il n'y a jamais eu. Bizarre. Et les autres corps, ils ont été rapatriés dans les 24 heures. Ah, c'est comme dans l'affaire Mera, quoi. Pas d'autopsie, rien. Mais non. Le droit est oublié parce qu'il me semble qu'en matière criminelle, il y a une autopsie obligatoire. En tout cas en France, quand il y a un... ils l'ont fait très vite. Hein. Alors, très vite. Mais bon, c'est étonnant. Donc, voilà, on va encore faire passer pour un conspirationniste et autres. Je trouve ça tout simplement très particulier. Ce n'est pas logique. Il faut qu'on m'explique. C'est surtout cette histoire de funérailles nationales et ce rapatriement en express des corps qui, dans une affaire d'une telle importance criminelle, ne me semble pas logique. Voilà. Bon, maintenant, je sais bien il fallait nuire absolument à Debout les Belges. Je suis content malgré tout du travail qu'on a fait avec Debout les Belges, hein, parce qu'on a vraiment bousculé le système. Je termine avec 13 000 voix de préférence à titre personnel dans le Hainaut, ce qui me donne le 7e meilleur score. Je ne suis pas élu alors qu'il y a 18 élus. Ça montre bien que le système démocratique, pseudo-démocratique belge n'en est pas un et que ces élections, finalement, on peut voter autant qu'on veut. Ça ne changera rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire en sorte que Debout les Belges ne soit plus un mouvement politique en tant que tel, mais un mouvement d'éveil et d'information de la population. D'accord, donc justement, alors tu vas transformer en fait cette énergie, j'ai envie de dire, de Debout les Belges alors tu vas nous expliquer une espèce d'organisation qui va avoir un objectif d'éveil, de conscience, de réinformation, etc. quoi. Mais c'est le plus gros déficit en fait que les citoyens ont, c'est un manque d'information flagrant. Puisque malheureusement en Belgique, ils sont encore nombreux à 19h de s'installer devant la télévision et d'allumer le journal télévisé d'RTL TV ou de la RTBF et d'être abreuvés de mensonges et de reportages tout à fait merdiques. Par exemple, dans le conflit israélo-palestinien, tous les jours, hein, je te jure, tous les jours sur RTL TV, on nous montre les 4 mêmes Israéliens, toujours les mêmes, des filles là, qui courent, elles sont habillées à l'occidental, donc forcément ça marche pour les Belges, qui courent pour aller se réfugier dans des abris quelconques, sous peur de voir tomber des roquettes du Hamas. Voilà. Tout ça n'est pas anodin. Le marketing est particulièrement bien mis en œuvre. Et forcément, on montre des jeunes filles habillées comme nous. Donc, il y a un sentiment de sympathie qui naît d'office dans la tête de ceux qui regardent les informations et qui ne se posent pas de questions. Et après, on montre
ce qui se passe à Gaza, et là on voit des gens tout à fait différents de nous. Donc on fait en sorte d'orienter l'imagination de la population et l'esprit de la population vers un soutien massif à ceux qui sont comme nous, parce qu'on est toujours plus proche de ceux qui nous ressemblent. C'est logique en quelque sorte. Et donc voilà ce qui est en train de jouer, et moi je voudrais transformer cette logique-là et éveiller la population. Mais il ne faut pas se leurrer, hein. Il faut des moyens. Ouais. Il faut des moyens et il faut dépasser un certain stade. Parce qu'eux, ils ont tout. Ils ont l'argent. Ils ont les journaux télévisés. Ils ont les chaînes de télévision. Ils ont même les clubs de football maintenant. Ils ont tout. D'accord. Et nous, on n'a rien. Et on doit continuer à travailler avec des bouts de ficelle. Et on doit combattre ce système tout puissant qui nous opprime. À un moment donné, non. Il faut qu'on se rende compte. Et ça, à la limite, c'est un coup de gueule que j'ai envie de passer parce que j'en ai ras-le-bol. Franchement, j'en ai ras-le-bol qu'entre dissidents, on se critique les uns les autres. J'en ai ras-le-bol que chacun prêche pour sa petite chapelle. Moi, j'ai pas envie d'être le roi de rien. Je préfère m'unir avec quelqu'un pour réussir quelque chose de grand. Mais vivoter et tout simplement avoir une aura parce que je reste tout seul et que je veux absolument avoir la lumière sur moi, alors que je ne fais rien au quotidien, non, ça ne m'intéresse pas. Alors, je constate depuis 2 mois que les élections sont terminées, c'est que j'ai essayé de trouver à droite à gauche des bonnes volontés. Essayer de savoir, tiens, qui peut travailler dans tel ou tel projet, qui peut décider de perdre peut-être un peu d'autonomie, c'est vrai, pour travailler dans un projet plus global. Malheureusement, tout le monde veut être indépendant, tout le monde veut travailler tout seul, tout le monde veut ne plus avoir de patron. Oui, mais à un moment donné, eux, ils ont un patron qui dirige, et puis il y a bien entendu tout un organigramme qui existe, et le projet est mis en œuvre comme ça. Et nous, on veut mener ce combat de manière totalement désorganisée. Mais la guerre, elle est perdue d'avance. S'il n'y a pas un minimum de stratégie au combat, toutes les guerres sont perdues sans stratégie. Il faut de l'unité, de la stratégie. Alors moi, ce que je dis souvent, c'est que la dissidence, ça doit être l'union de la différence. On est tous différents. On a tous des idées différentes sur plein de choses. Mais voyons d'abord ce qui nous unit, ce qui nous rassemble. Et ce qui nous rassemble, c'est de lutter contre ce pouvoir de merde qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de droit, qu'on n'a même pas le droit de parler, qu'on n'a même pas le droit de porter un t-shirt avec un ananas. Donc voilà ce contre quoi il faut se battre. Et derrière ce projet, on doit tous être unis. Et moi, je constate aujourd'hui qu'on passe son temps à vouloir protéger sa petite chapelle et à ne pas vouloir s'ouvrir aux autres pour vraiment mettre sur pied un mouvement global. On critique tout. Dieudonné va lancer une assurance, hop, on critique, parce que Dieudonné va faire de l'argent. Mais sans argent, on ne fait rien. Il faut que les gens comprennent ça. J'organise une conférence sur la Palestine le 26 juillet à Paris. Il y en a qui crient au scandale parce qu'on demande 5 €. Mais 5 € pourquoi ? 5 € pour acheter du matériel aussi informatique et audiovisuel pour pouvoir développer une dissidence en Belgique. Mais si les gens ne sont même pas prêts à contribuer à 5 € pour développer la dissidence en Belgique, mais faisons nos valises et rentrons chez nous coucher, on perd son temps ici. C'est ça que je veux absolument dire. Il faut se rendre compte que sans argent, on ne fait rien. On a beau ne pas aimer l'argent, on a beau ne pas aimer le système, si on n'a pas d'argent, on ne fait rien du tout. Parce que ça, c'est une critique qui est faite souvent à certains organismes de la dissidence, qu'on accuse un peu d'avoir une attitude comme ça, un peu presque capitaliste. Hein. Je prends, on va citer au hasard, mais même Égalité-Réconciliation, qui monte un modèle économique bien particulier. Et beaucoup de gens disent, ah bah oui, ou même pour Dieudonné, qu'on dit, ah bah, ce sont des gens qui font beaucoup d'argent finalement, qui sont des boutiquiers, quoi, et que la résistance, c'est dire un peu comme si on vendait des lessives ou des chaussures, et puis bon, bah, nous on vend de la résistance. Tu penses que c'est fondé comme critique, ou justement toi tu dis non, c'est l'inverse ? Non, moi je ne trouve pas que c'est fondé. Tout mouvement qui se respecte a besoin de moyens financiers pour vivre et pour développer des actions d'envergure. Alors c'est facile d'organiser des petites manifestations de 50 personnes à droite et à gauche. Ça ne demande pas d'argent, mais ça rapporte quoi ? À part se faire passer pour des cons par les autorités. Parce que quand on organise une manifestation pour la Palestine et qu'on se retrouve à 50 à Bruxelles, on se fait passer pour des cons. Hein. Ça montre, c'est contre-productif, ça ne sert à rien.
Ce qu'il faut, c'est mettre sur pied des opérations d'envergure. Mais pour mettre sur pied des opérations d'envergure, il faut des moyens financiers. Par exemple, j'essaye de mettre sur pied un lobby anti-sioniste, anti-mondialiste, anti-néocolonialiste, enfin anti-tout ce que vous voulez, un lobby de la dissidence, parce que les lobbies sionistes, ils existent, les lobbies pharmaceutiques, ils existent. Si nous, on n'a pas un lobby pour défendre nos idées, qui va le faire? Eh bien, par exemple, avec ce lobby, ce que je voudrais faire, c'est faire une grosse opération de boycottage du match de Coupe d'Europe, l'Euro qui se déroulera en France, entre la Belgique et Israël. La Belgique n'a pas à jouer un match de qualification pour le championnat d'Europe contre Israël. Depuis quand Israël est en Europe? C'est quoi cette connerie? Il y a déjà le Parlement juif européen. Maintenant, à chaque fois qu'il y a les concours Eurovision, il y a Israël. D'ailleurs, ce qui nous amène, c'est jamais terrible. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore le match de football. Mais j'ai pas envie de jouer ce match-là. Pourquoi on doit jouer contre ça? Pas qu'on a peur d'eux, ils sont nuls. On sait bien qu'on va les battre. À plat de couture, c'est pas qu'on a peur d'eux, mais c'est que simplement, c'est tout à fait surréaliste. C'est comme si demain, on met la République démocratique du Congo dans les matchs de qualification de la Coupe d'Europe. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, mais pour ça, pour mener une action d'envergure qui rapporte quelque chose, qui a un impact, il faut des moyens financiers, il faut faire de la publicité, il faut faire des clips vidéo qu'on peut faire tourner sur les réseaux sociaux, il faut mettre sur pied l'action le jour même du match, par exemple, ou quoi que ce soit. Donc tout ça, ce sont des choses qui demandent un minimum de moyens, et aussi des personnes de bonne volonté. Et ce que je constate, et on l'a constaté dans la mise en œuvre de Meta TV Belgique, et c'est pour ça que moi-même, je n'y suis pas totalement associé à 300%, c'est parce que je sais très bien qu'il y a certaines personnes qui ne voudront pas travailler avec Meta TV Belgique parce qu'il y aura Laurent Louis. Il y a des gens qui ne voudront pas venir parler sur Meta TV Belgique parce que ce serait développé par, je ne sais quoi, moi, quelqu'un qu'on considère encore comme un extrémiste ou quoi que ce soit. Voilà où on en est. Mais c'est quoi ce système? C'est stupide. C'est la meilleure manière de ne jamais réussir à faire quoi que ce soit. Donc non, il y a des dérives comme toujours. Je crois que les kits de survie à 200 €, bon, c'est un peu... Ça c'est pour Pierrot. Bon, 400 €, bon, c'est un peu cher, voilà, je trouve que c'est un peu cher. Mais bon, s'il y en a qui l'achètent, finalement. Le tout est toujours savoir ce que l'on fait avec cet argent. Si c'est uniquement pour se payer une Rolex, comme certains dissidents l'ont fait, ça sert à rien. On n'a pas besoin. C'est un peu recréer un contre-système, alors qu'on prétend se battre contre un système, mais on reprend des codes et des machins et on refait la même chose. Quoi, voilà. Maintenant, si c'est pour développer concrètement la dissidence, j'applaudis. Heureusement, et on devrait d'ailleurs tous y participer. Parce que je pense au mouvement de Boulet Belge. Nous n'avions rien pour faire la campagne électorale. Si nous avions tous donné 1 €, 5 € pour le mouvement, on aurait pu faire une meilleure campagne que ce que nous avons fait. Mais dès qu'on demande quelque chose, c'est comme si on allait voler l'argent. Mais c'est pas pour nous. C'est pour développer le mouvement. Tout coûte. On veut faire des t-shirts, ça coûte. C'est pas gratuit. Et puis si on veut les vendre, il faut encore les vendre le moins cher possible. Oui, mais à un moment donné, c'est ça que je comprends, qu'il faut que les gens comprennent. On peut être un opposant au système, tout en utilisant ce système et les moyens qu'il utilise pour le combattre. Moi, je préfère 1000 fois qu'on voit un match de foot à la télévision et que tout le monde le regarde et qu'il y ait un joueur de foot connu qui, lorsqu'il marque son but, fait une quenelle ou me retire son maillot pour avoir un t-shirt Free Palestine. Ça, pour moi, c'est le jackpot. Parce que ce sont des millions et des millions de personnes qui verront ce qui est inscrit sur son t-shirt. Et c'est ce que nous devons faire si on veut vraiment dépasser un stade. Pour le moment, c'est bien. On est entre nous. On est quelques millions dans la francophonie. C'est bien. Mais soit on décide de rester là, soit on va plus loin. Et on essaye de convertir à nos thèses l'ensemble de la population. Parce que si on veut vraiment un changement, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, je salue toutes les initiatives, tout est bon. C'est toujours bon, mais il faut faire attention à ce que l'on fait quand on organise une action pour que, franchement, ce soit bien compris et que ça
que ça ne tourne pas, que ce n'est pas un effet contre-productif. Parce que justement, ce que je voulais te demander, dans la dissidence, tu as bien fait de le préciser, que justement, il y a des gens, on va dire, il y a des couacs des fois. Alors j'ai lu, moi, récemment, sur Facebook, un statut à toi où tu critiquais un peu Alain Soral, enfin, t'émettais en fait un doute sur son engagement vis-à-vis de Marine Le Pen, parce que toi, tu es très critique vis-à-vis du Front National. Et puis, il y a eu, on le sait, une montée tout de suite de commentaires, etc. Enfin bon, on connaît comment ça s'enflamme très très vite sur Internet. Donc, t'as refait un autre statut réexplicatif en expliquant bien, parce qu'il y a eu entre-temps, il faut dire qu'on a notre troll de compétition préféré qui nous a sorti une vidéo pour dire que c'était le... Voilà. Donc, est-ce qu'on a le droit, justement, dans la dissidence, c'est quoi l'équilibre, justement, entre pouvoir échanger, se critiquer sans avoir à avoir les foudres tout de suite de la chapelle d'en face, c'est possible? C'est un problème d'état d'esprit. Il faut qu'on accepte la critique. Alain Soral n'est pas mon maître. Alain Soral n'est pas mon Dieu. J'apprécie beaucoup Alain Soral pour tout ce qu'il fait. Je suis conscient qu'il a fait un travail énorme et qu'il continue à le faire. Dans son style à lui. C'est quand même le... Je ne suis pas Alain Soral. C'est pas mon style. J'apprécie beaucoup ce qu'il fait, mais je ne crois pas qu'on sera les meilleurs amis du monde demain. Et alors, on s'en tape. J'ai pas besoin de partir en vacances avec lui. Ce que j'ai besoin, c'est de travailler main dans la main avec lui pour renverser ce putain de pouvoir de merde. Pas de partir en vacances avec lui. On ne va pas être d'accord sur tout. Je serais beaucoup plus d'accord sur tout avec Dieudonné. Mais alors, j'ai quand même le droit de dire sur un point. Un point. C'est pas beaucoup. Un point. Que j'estime qu'il est dangereux aujourd'hui d'encourager en France de soutenir le Front National de Marine Le Pen. On soutiendrait le Front National de Jean-Marie Le Pen, j'aurais encore rien à dire. Parce que j'admire beaucoup cet homme-là pour franchement son éloquence, et au moins lui n'a jamais changé un iota à sa ligne politique. Il est toujours resté très clair, et j'aime beaucoup le fait qu'il n'ait pas peur, contrairement à sa fille qui lèche les bottes, de lui dire qu'il est prêt à cracher à la gueule des puissants. Voilà, ça c'est une attitude de dissident. Dissident, c'est pas aller faire ami-ami avec des gens qui nous oppriment. C'est pas ça être dissident. Marine Le Pen n'a rien à dissident. Elle n'est même pas dissidente du dimanche. Donc, ce que je vois aujourd'hui, c'est que le Front National, pour moi, est vraiment utilisé par le système politique qui a montré toutes ses faiblesses et ses errements. Et il n'y a pas d'alternative à l'UMPS aujourd'hui. Donc il faut bien en trouver une. Le système, il doit bien se protéger. Il ne va pas laisser arriver au pouvoir quelqu'un qui va surfer sur ce sentiment de rejet qu'ont les Français pour les politiciens traditionnels et demain faire élire un dissident à la présidence de la France. Donc ils doivent bien trouver quelqu'un pour prendre cette place. Et cette personne, c'est Marine Le Pen. Pourquoi elle et pas son père? Parce que son père, il n'était pas soumis, mais qu'elle, elle est totalement soumise. Elle va même lécher les bottes des sionistes. Donc forcément, je ne vais pas encourager les Français à voter pour ça. C'est totalement irresponsable. Et d'ailleurs, quand on connaît le système politique, lorsqu'on est un véritable dissident, il est difficile de dire on va soutenir tel ou tel mouvement politique. Le Front National, c'est pas Debout les Belges. Le Front National, c'est pas un mouvement qui est né sur l'impulsion et à la demande de citoyens. Le Front National, c'est un parti politique avec une hiérarchie. C'est un parti qui existe depuis 40 ans. C'est pas un truc qui est sorti comme ça de l'esprit populaire. Le Front National, ça fait partie du système. Et s'il n'en faisait pas partie, ça ferait déjà bien longtemps qu'on l'aurait déjà supprimé. Donc c'est évident que je ne peux pas soutenir ça. Et on en a discuté avec plusieurs membres de la dissidence et on est tous d'accord. Il ne faut pas encourager les Français à voter pour le Front National. Et d'ailleurs, Dieudonné l'a très bien dit dans une de ses dernières vidéos. Je pense que c'est très clair. Maintenant, voilà, on n'est pas d'accord sur un point avec Soral, c'est quand même pas dramatique. J'aime beaucoup Alain Soral, il est très bien. Il œuvre comme il peut. Je fais, moi, ce que je peux aussi. Mais de grâce, c'est pas parce que je vais le critiquer une fois, sur un point, que directement on a des ennemis. Hein. Il m'a fait passer dans une de ses vidéos pour un petit député qui courait après lui pour enfin le rencontrer. Ben, ça va, j'en ai pas voulu pour autant. Hein.
Donc voilà, il n'y a pas de problème en soi. Je crois que les gens créent des problèmes. Ça s'enflamme beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire on peut pas trop... Est-ce que aussi dans la dissidence, justement, il n'y a pas quand même des fois un peu un esprit sectaire où justement on ne peut pas se critiquer ou voilà, comme tu as dit, voilà, tu émets une réserve, etc. Ce qui n'enlève rien, voilà, c'est à la reconnaissance que tu peux avoir du travail de la personne, mais le fait d'émettre une réserve, c'est même pas permis, quoi. C'est pas permis, non. Et je le constate, ça, il y a beaucoup d'intolérance. Hein. Mais ça, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de culte de la personnalité. Ouais, et il y a beaucoup de fans, beaucoup de supporters. Il y en a certains qui supportent Soral, Dieudonné ou même moi-même, comme si on était une équipe de football. Et après, on va se taper sur la gueule les uns les autres, alors que franchement, on a la même passion. On a la même passion, donc ça sert à rien. C'est comme DLR et l'UPR. C'est ridicule. C'est ridicule. Hein, je comprends pas. Ils défendent les mêmes points de vue et ils se tapent sur la gueule l'un de l'autre en permanence. Ça, c'est ce que nos opposants ne font pas. UMPS sont toujours d'accord entre eux. Et donc nous, si on avait voulu créer un mouvement où on devait suivre des règles très définies au départ et suivre une idéologie, on se serait inscrit à l'UMP, au PS ou au MR ici en Belgique. On aurait eu un programme et voilà, on aurait fermé notre gueule. Mais on a décidé d'être dissident. Donc ça veut dire qu'on a décidé d'être libre de penser ce qu'on voulait. Et libre de le dire. Ouais. Donc forcément, c'est un non-sens de dire qu'on ne peut pas être d'accord avec telle ou telle personne. C'est logique qu'on ne va pas être d'accord sur tout. C'est bien. C'est ça la dissident. La liberté de penser, la liberté d'être différent. J'applaudis, moi. Je trouve ça super. Moi, j'aime tout le monde dans la dissidence. Dieudonné, Soral, Salim Laibi, Joel Corbeau, Marion Sigaud, Jacob Cohen. J'aime tout le monde. J'ai des problèmes avec personne. Je vois pas pourquoi on doit se taper les uns sur les autres, ça n'a pas de sens. Oui, parce qu'on est dans le même camp finalement, voilà. Ah oui. Ah ouais, moi je préfère garder mes forces pour taper sur Hollande et compagnie. Ouais. Alors je voulais te demander aussi, alors Debout les Belges, j'ai appris que voilà, il y avait des gens qui étaient partis, il y a eu des dissensions. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Il y avait ça a permis de faire le ménage finalement, l'élection, on peut dire, ou c'est quoi bon, ça je m'y attendais, c'est normal. Ouais. Quand on crée un mouvement politique, et c'est pour ça que moi je ne voulais pas en créer un mouvement politique, hein, j'avais déjà vécu mes expériences dans des mouvements politiques par le passé, et je savais très bien ce que c'était. Maintenant, il y avait une demande de citoyens pour que je me présente aux élections et pour qu'il y ait une alternative au système. Donc on a mis sur pied Debout les Belges. Mais forcément, quand on crée un mouvement politique, on a les longues dents qui arrivent, comme on dit chez nous. Hein. Ce sont les arrivistes, les opportunistes, et ceux qui, directement, quand ils voient un nouveau parti, directement, ils voient possibilité d'être député, 6 000 € par mois, jackpot, je viens. Il y en a eu beaucoup. Et comme d'habitude, les traites, les espions. Moi, j'avoue, j'ai totalement délaissé ça.